Bonjour chers élèves et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur le nucléaire. Je vais vous expliquer comment on détermine l'âge d'un échantillon, ce qu'on appelle les méthodes de datation. Bien, les méthodes de datation ont démarré vers 1940. Donc un peu d'histoire. Aux États-Unis, on essaye de savoir, de déterminer les potentialités ou bien ce qu'on peut déduire des propriétés de la radioactivité naturelle du carbone 14. Et on s'est avéré que cette radioactivité du carbone 14 peut être utilisée pour déterminer l'âge des anciens objets. C'est ainsi vers les années 50 que William Frank Levy a commencé à faire des expériences sur des échantillons des tombes égyptiennes. Ses travaux se sont couronnés par un prix Nobel de chimie de 1960. Bien, vous savez que le carbone existe sur plusieurs isotopes. Vous avez carbone 12, carbone 13, carbone 14, il y a plusieurs isotopes. Donc l'essentiel du carbone se trouve sous la forme du carbone 12. Et seul le carbone 14 est radioactif. Et vous savez qu'un noyau qui est radioactif, il suit la loi de décroissance n égale à n0 exponentielle moins lambda t. Lambda, c'est la constante de désintégration du carbone. Chaque noyau possède lambda qui lui correspond. Donc, c'est une propriété du radionucléide. N0, c'est le nombre qui existe dans l'échantillon à t égale à 0. N, c'est le nombre qui se trouve à l'instant t. Par exemple, si vous prenez un os, lorsqu'il est vivant, il contient N0 noyau du carbone 14. Une fois que l'échantillon meurt, le carbone 14 est radioactif, il va décroître au cours du temps. Donc, par exemple, au bout de T1,5 du carbone 14 qui est 5730 années, il va rester uniquement N0 sur 2. Donc, a priori, si je connais le nombre de noyaux du carbone 14 dans un échantillon donné, je peux déterminer tout de suite l'âge de cet échantillon, mais à condition de connaître N0. Or, comment déterminer le nombre de noyaux que contient cet échantillon-là il y a 5000, il y a 10 000 années? Donc voilà ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo-là. Eh bien, pour comprendre ceci, il faut comprendre comment se forme le carbone 14 dans l'atmosphère. Bon, vous savez que l'atmosphère est formée de 80% d'azote. Et dans la haute atmosphère, vous avez les rayons cosmiques, en particulier le neutron, vont interagir avec l'azote de l'atmosphère pour donner du carbone 14. Et vous allez voir qu'il y a un équilibre. Ce carbone 14 va se désintégrer pour donner l'azote. Donc, une fois il est formé par l'interaction du neutron, mais en même temps, il se désintègre. Donc, on obtient un certain équilibre dans l'atmosphère. Et bien sûr, ce carbone 14 atmosphérique va se combiner avec l'oxygène pour former le CO2. Le CO2, il est absorbé par les plantes, il se trouve dans les océans. Donc, tous les êtres vivants consomment du carbone. Il se trouve que la concentration du carbone 14 par rapport au carbone 12 dans les derniers millénaires, elle est pratiquement constante suite à cet équilibre-là. C'est-à-dire, donc c'est cette propriété fondamentale qu'on va utiliser pour déterminer l'âge d'un échantillon. Pour les êtres vivants, si vous prenez un arbre vivant, il échange de façon constante du carbone avec l'atmosphère. Donc, la concentration du carbone 14 sur carbone 12, elle est connue. C'est une constante pour les arbres vivants, pour nous, êtres humains. Si on prend un morceau d'un être humain, un os vivant, et on calcule la concentration du carbone, le nombre de noyaux du carbone 14 par rapport au carbone 12, ceci c'est égal à une constante. Tant que l'être est vivant, tant qu'il échange avec l'atmosphère. Une fois que l'arbre va mourir, qu'est-ce qui se passe? La concentration, le nombre de noyaux de carbone 12 va rester constant et le nombre de noyaux de carbone 14 va diminuer. Donc, il suffit de déterminer à un instant t donné, non pas le nombre de noyaux du carbone 14, mais la concentration du carbone 14, c'est-à-dire le nombre de noyaux du carbone 14 sur le nombre de noyaux de carbone 12.
Donc, si je connais cette concentration à cet instant t, je connais la concentration t égale à 0, je détermine l'âge de l'échantillon. Donc, déterminer l'âge d'un échantillon consiste tout simplement à déterminer la concentration du radionucléide, c'est-à-dire le rapport nombre de noyaux de carbone 14 sur le nombre de noyaux de carbone total dans un échantillon à l'instant t. Ce rapport est connu à l'instant t égale à 0. Par exemple, si je prends un os, je vais le comparer au carbone 14 qui est d'un os équivalent à qui est encore vivant. Donc l'âge de l'échantillon va être déterminé tout simplement en appliquant n égale à n0 exponentiellement lambda t. Donc t c'est 1 sur lambda log de n0 sur n en divisant par le nombre total du noyau de carbone. Donc l'âge d'un échantillon c'est 1 sur lambda fois log de la concentration initiale sur la concentration à l'instant t. C'est-à-dire vous prenez par exemple un morceau d'arbre, vous allez déterminer combien. Donc, il y a bien sûr des méthodes qui déterminent le nombre de noyaux du carbone 14, le nombre de noyaux de carbone 12, c'est ce qu'on appelle la spectroscopie de masse. Vous prenez un milligramme vous allez broyer bien sûr l'arbre, déterminer le nombre de noyaux du carbone 14 qu'il contient, le nombre de noyaux du carbone 12 qu'il contient. Donc, je connais C de T. C'est le nombre de noyaux du carbone 14 divisé par le nombre de noyaux du carbone 12. Ce rapport, pour un être vivant, il est connu, il est constant. C0 est connu. C de T est déterminé, donc je peux déterminer l'âge d'un échantillon. Bien sûr, vous savez que le nombre de noyaux ou bien l'activité est proportionnelle au nombre de noyaux. Donc vous avez une deuxième méthode beaucoup plus simple, soit de mesurer l'activité d'un échantillon, qu'on veut dater, de la comparer à l'activité d'un échantillon équivalent vivant, et vous avez tout de suite T1 sur lambda log de A0 sur A. Donc, deux méthodes, deux formules qui permettent d'étudier l'âge d'un échantillon, soit 1 sur lambda log de la concentration du carbone 14 sur la concentration du carbone 14 vivant sur la concentration du carbone 14 dans l'échantillon qu'on veut dater, soit de mesurer l'activité de cet échantillon, la comparer à l'activité actuelle d'un échantillon équivalent. Bien, vous avez la deuxième méthode de datation. Deuxième méthode, c'est si on ne connaît pas le nombre de noyaux initial. Je vous donne un exemple. Prenez une roche d'un volcan, une roche, hajara, d'un volcan qui s'est produit il y a 40 000, je ne sais pas combien d'années, 100 000 ans, d'accord? Même plus. Cette roche, au moment de sa formation, elle contient le potassium. Elle contient le potassium et bien sûr autre type de matériaux. Bon, ce potassium, il est radioactif. Voilà la roche aujourd'hui, aujourd'hui. On veut déterminer l'âge de l'échantillon. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est l'information qu'on a? Tout ce qu'on peut déterminer, c'est combien, bien sûr, ce potassium, il est radioactif. On va voir que lorsqu'il se désintègre, il va vous donner l'argon. Il va vous donner l'argon, AR. D'accord? Bien, je prends une roche aujourd'hui. Tout ce que je peux déterminer, c'est combien de noyaux de potassium contient cette roche, combien de noyaux d'argon elle contient. Mais je n'ai pas accès au nombre de noyaux initial, parce que cette roche, elle est formée il y a, je ne sais pas, 100 000 ans, 200 000, 300, 400 000 années. Donc, je ne connais pas cette information. Donc, N0 est inconnu. Vous voyez un peu la différence par rapport au carbone 14. Mais je peux déterminer combien de noyaux du potassium il contient et combien de noyaux d'argon il contient. Bon, la seule hypothèse de cette méthode, c'est qu'on suppose qu'au moment de la formation de la roche, il n'y avait pas d'argon dans cette roche. Il n'y a que le potassium et bien sûr autre chose. Voilà la seule information. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout l'argon que contient la roche aujourd'hui résulte de la désintégration du potassium. Donc le potassium se désintègre en argon et tout l'argon que contient la roche résulte de la désintégration du potassium. Voilà la seule hypothèse de cette méthode. Et on va voir que si on connaît le nombre
de noyaux de potassium par rapport au nombre de noyaux d'argon, ou bien la masse du potassium par rapport à la masse d'argon, ou bien le nombre de moles, on va déterminer l'âge de la roche. Voilà la méthode, elle est basée sur quoi? On prend le couple, bien sûr, il y a plusieurs couples qu'on peut utiliser, mais la méthode, elle est toujours la même. Donc, on prend l'argon, potassium. Donc, voilà la roche à l'état initial. Il contient N0 noyaux de potassium. Bien sûr, plus autre chose. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le potassium. Ce potassium est radioactif. À un instant T, il s'est passé un certain nombre d'années et il va rester N noyaux potassium. Ça, c'est le nombre de noyaux restants. Le reste, donc je prends toujours ce schéma, il est très très utile. Le reste, il s'est transformé en argon. Et voilà, tout est contenu dans le schéma. Il suffit de le réécrire mathématiquement. Bien, donc j'ai N de K sur N0, c'est exponentiellement lambda T. N0, c'est quoi? C'est tout simplement ça plus ça. Donc c'est le nombre de potassium restant plus le nombre d'argon formé. Le nombre de potassium restant plus le nombre d'argon formé. Donc, à l'instant T, donc le nombre de noyaux d'argon, c'est N0 moins NK. D'accord? Donc T, je peux le déterminer, j'applique le log, 1 sur lambda, log, donc ici, j'applique le logarithme, je trouve lambda T, et j'inverse, ça sera NK plus N argon divisé par NK. NK sur NK, c'est 1, c'est le log de tout ça. Donc le T, c'est 1 sur lambda, log de ça. NK sur NK, c'est 1. N argon sur NK, c'est N argon sur NK. Voilà comment on détermine l'âge. Donc vous voyez maintenant que je n'ai pas besoin de connaître N0. Il suffit de connaître le nombre de noyaux d'argon qui restent à l'instant T, et formé, et le nombre de noyaux de potassium qui restent à l'instant T. Bien sûr, on peut exprimer ce rapport en fonction des masses. Bien sûr, vous avez le nombre de noyaux divisé par le nombre d'Avogadro, c'est la masse divisée par la masse molaire. Et la même chose, si je fais le rapport NK sur N argon, ça sera la masse NK, c'est MK ici, et NK sur N argon. Donc là, c'est inversé. Donc allez, on va faire que N argon sur N potassium. Donc N argon, c'est la masse d'argon sur la masse de potassium multipliée par la masse molaire. Si on suppose que la masse molaire est de même ordre de grandeur que la masse de potassium, sinon il faut laisser tout. Si on suppose que ça, ici, je travaille avec la masse molaire du potassium est de l'ordre de grandeur que la masse molaire de l'argon. Donc il me reste la masse de l'argon divisée par la masse du potassium. Donc voilà, en fonction du nombre de moles, voilà en fonction du nombre de masses. C'est exactement, ça peut être utilisé pour l'uranium, thorium. Il y a plusieurs couples qu'on peut utiliser pour la datation. Un petit exercice d'application pour finir cette vidéo intéressante sur la datation. Je prends une nappe. Je veux déterminer l'âge d'une nappe phréatique profonde. De l'eau profonde, ça veut dire un eau qui est mort, en quelque sorte, qui n'arrive plus à réagir avec l'atmosphère. Donc, on mesure l'activité de 100 ml de cette nappe et on trouve une activité de 10 puissance 2 becquerel. Je prends l'eau de robinet, à l'eau vivant, et on trouve une activité de 10 puissance 6 becquerel. 1 litre. Ici, 1 litre, ici, 100 ml. Faites attention. On va dompter un demi du chlore, parce que l'eau, il contient le chlore qui est radioactif, et sa demi-vie, c'est 301 000 années. Calculer l'âge de la nappe. Peut-on utiliser le carbone 14 pour dater cette nappe? Bloquez la vidéo, essayez de réfléchir avant de répondre. Bien. Donc la première chose, c'est que je n'ai pas le même volume. J'ai ici 1 litre, j'ai 100 millilitres, donc je dois avoir le même volume. Donc si je prends un volume de 1 litre qui a une activité de 10 puissance 6 becquerel, 100 millilitres, c'est 1 litre divisé par 10. 1 dixième de litre, donc je divise, il va avoir une activité de A0 sur 10, c'est-à-dire 10 puissance 5 becquerel. Voilà la première chose. Donc ça c'est A0. L'eau de robinet, c'est l'eau vivante, c'est l'activité initiale. Et on sait que l'âge, c'est 1 sur lambda, log de A0 sur A, tout simplement. Donc vous allez remplacer lambda par log de 1 demi divisé par log de 2. Et A0, c'est connu. A de t est donné. Donc, vous faites l'application numérique, vous allez trouver un âge qui est à peu près de 3,10 puissance 6 années. Bien. Est-ce qu'on peut utiliser le carbone 14? Bien sûr, non. Pourquoi? Et ça, la limite des méthodes de datation du carbone 14. Voilà le nombre de noyaux du carbone 14 en fonction du temps.
Vous savez que T1,5 c'est 5730. Donc au bout de 5730, il va rester N0 sur 2. Au bout de 5 fois T1,5, il va vous rester uniquement 0,03 N0. Mais au bout de 10 fois T1,5, il va vous rester 0,0009 N0. Ça veut dire pratiquement rien. Mais si vous comparez l'âge de cette nappe par rapport au T1,5, il suffit de faire de rapport. 3 10 puissance 6 divisé par 5730, vous allez trouver à peu près 523 T1,5. Donc voilà N0, T1,5. 2 fois T1,5 c'est N0 sur 4. 3 fois T1,5 c'est N0 sur 8. Donc 10 fois T1,5, il ne reste plus rien. Donc vous voyez que cette fois-ci, on ne peut pas utiliser le carbone 14 car à T égale à 3 10 puissance 6, il ne reste plus de carbone 14 dans la nappe phréatique. Donc vous voyez les limites de la méthode du carbone 14. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour tout ce qui concerne les problèmes de datation. Bien sûr, vous avez plein de sujets, tous les corrigés des anciens baccalauréats sur le nucléaire sur la chaîne. N'hésitez pas à la partager avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.